Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Balistique, 103 FM, dans l'émission Standard avec Juliette et Raphaël. Nous sommes dans la 3e édition de cette émission qui a pour but de favoriser la découverte des acteurs culturels régionaux. Et dans cette émission, nous allons dans un premier temps retrouver Bruno et Nico qui vont exposer à la Galerie de l'Usine du samedi 4 mai au dimanche 26 mai. Et ensuite, nous retrouverons Carole Simonet pour nous parler du Fab Lab ou du Fun Lab, une association tourangelle dédiée au numérique. Pour terminer cette émission, nous retrouverons Marine Rochard, commissaire d'exposition au CCCOD, Centre de création contemporaine Olivier Debré. Voilà, donc on va vous laisser tout de suite avec Bruno et Nico pour cette interview et qu'ils nous parlent de leurs arts. Ouais, bref, on va Bruno et Nico quoi. Standard. Nous sommes le lundi 29 avril et on est en compagnie de Bruno Levison qui vient nous présenter sa pratique, qui expose à l'atelier de la poissonnerie à Châteauroux. C'est-à-dire quoi, moi, de toute façon, ça vient d'une expérience professionnelle, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Oui. Parce que moi, je vendais des luminaires industriels, j'éclairais les bureaux, les grandes surfaces, les magasins, les façades. Voilà, c'est là que j'ai acquis une connaissance dans l'éclairage. D'accord. Et mais c'est bon là. Donc voilà, donc ça a été cette activité pour moi elle est assez nouvelle puisque j'ai commencé il y a à peine 1 an et demi, enfin, officiellement il y a même 8 mois quoi. Et c'est après avoir travaillé dans l'éclairage pendant 20 ans que j'en ai eu marre de vendre des luminaires industriels. Et puis l'idée qui me trottait à l'esprit depuis des années c'était la récup. C'était plus vendre des luminaires justement industriels à des sociétés qui avaient besoin de faire des frais souvent. Donc souvent, je voyais des choses complètement inutiles, quoi. On remplaçait des luminaires pour les grandes surfaces, pour des bureaux. Ils étaient encore bons, quoi. Mais seulement c'était dans leur plan d'investissement, d'amortissement. Donc tout ça, j'en ai un peu marre. Et comme en plus j'étais très sensible à tout ce qui est récup, écolo, tout ça, quoi, ce qui est dans l'air du temps, mais de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc voilà, j'ai dit, je quitte Paris, je m'installe à la campagne et je fabrique des luminaires avec que de la récup. Alors de mon côté, j'avais un petit stock, puisque j'avais gardé déjà depuis plus de 20 ans. Oui, parce que c'était avant les luminaires. Donc tout ce qui pouvait servir à faire quelque chose, je le gardais. Donc j'entassais. Quand j'habitais en banlieue parisienne, dans une maison, ça allait. Après j'étais à Paris, dans un studio. Heureusement, j'avais une grande cave. Et d'ailleurs, quand j'ai déménagé, les 3 quarts du camion, c'était ce qu'il y avait dans ma cave, pas dans mon studio, parce qu'il n'y a pas beaucoup de meubles. Donc voilà, et là je me rends compte que je trouve des trésors, des trucs que j'ai gardés. Avant l'éclairage, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le mobilier de bureau, donc j'avais aussi des pièces, de la quincaillerie, des morceaux de bois, de quoi fabriquer. Vraiment de quoi fabriquer. Quoi. Et au début, mon idée, c'était pas tellement de tourner vers l'aspect artistique, quoi, mais quand j'ai commencé à faire mes premières pièces, mon entourage, d'abord ma famille, mes amis, et puis après des gens inconnus, par les réseaux sociaux, par Facebook, principalement, Instagram maintenant, qui m'ont dit non, ce que tu fais ça peut être présenté comme de l'art, quoi. C'est des pièces uniques, même si c'est de la récup, je dis ouais, pourquoi pas, moi ça me plaît. Donc j'ai eu l'occasion de faire une expo à Mézières-en-Brenne où j'habite, ils ont une galerie, c'est un petit patelin, ils ont une galerie. Ça me convenait parce qu'en plus février, c'est pas le moment où il y a le plus de monde, donc si je me plante au moins ça fera pas trop de... Voilà, puis non, ça s'est bien passé parce que j'ai vendu quelques pièces, j'ai eu des commandes même, des gens qui voulaient, même si je fais des pièces uniques, je peux m'inspirer pour refaire la même chose, quoi, ou proche. Et j'ai été vraiment sensibilisé aux différentes matières. Bon, j'aime le bois. Donc dans la région, je suis servi, surtout dans la Brenne, j'ai ce qu'il faut pour modifier des bûches ou des morceaux de bois, n'importe quoi. Et puis le métal. Et puis là, j'ai plein d'autres idées, mais bon, pour l'instant, avec ce que j'ai, avec le stock que j'ai déjà pas mal de quoi faire. Et puis à force des contacts que j'ai pris dans la région, j'ai découvert l'atelier de la poissonnerie à l'usine. Et puis voilà, donc je vais pouvoir exposer tout le mois de mai ici. Tout à fait, du 4 au 26 mai. Donc, c'est ça. 2019, on vous invite à venir à l'atelier de la poissonnerie pour voir les œuvres de Bruno, du coup. Et tu seras en double expo avec Nico. Nico qui fait de la photographie. Et qu'on va retrouver tout à l'heure en exclusivité, en interview. Donc le nom de l'expo d'ailleurs, Vers l'infiniment. Oh là là. Vers l'infiniment. Moi, je crois que non, c'était vers une minorité immense. Voilà. Pardon.
Ça rejoint un peu. On y est, non, c'est bon. Donc voilà, bon, il a eu l'idée de ce titre que je trouve bien parce que ça peut englober beaucoup de choses. Quoi. Et c'est vrai que moi, l'idée de justement de récupérer, ça peut être un marché immense quoi, de choses qui sont détruites normalement ou mal recyclées ou pas recyclées du tout. Donc là, bon, puis lui par rapport à ses photos, ça peut être aussi, ça peut s'en rapprocher. Donc je trouve que le titre était sympa. Et donc voilà quoi, j'espère que déjà il y a beaucoup de gens qui vont venir je peux parler d'Angart, Ouais, bien sûr. Je vais exposer donc le dimanche qui précède. Un salon de tatouage de Châteauroux qui s'appelle Angart, qui est assez grand, qui a l'air cool. On ira visiter du coup le 28 avril pour voir ton expo carrément. C'est bien ça. Le tour de chauffe. Tout à fait. Et du coup c'est bien parce que ça va permettre et à Nico d'avoir des choses accrochées au mur et toi des luminaires qui ça va être 3D. Enfin tu vois ça va être. Ça va faire une bonne organisation. Non puis c'est bien puis ça permet des gens qui ont l'habitude de voir des expos photos, qui sont peut-être pas trop attirés pour des trucs récup et vice versa. Des gens qui sont sur la récup, ils vont découvrir des photos, donc c'est très bien quand on se fait pas du tout concurrence, qu'on peut se mélanger. C'est une bonne idée, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes pièces que tu vas présenter, que tu voudrais expliquer un peu comment tu as fait ou aller plus loin, je sais pas. Ouais, bien sûr. Alors peut-être une de mes dernières. Alors c'est dur de décrire quand on se. Non mais on met des petites images. D'accord. Parce que du coup on poste après sur YouTube et on met les photos sur Facebook. Celle-ci elle est assez épurée, je trouve. C'est ça que j'aime bien. À la base, le socle, c'est un disque de moto. D'accord. Pareil, ça c'est une moto que j'ai depuis longtemps, que j'ai gardée. J'avais changé les disques il y a quelques années, j'avais gardé déjà. Je ne sais pas encore ce que je fais, mais voilà, un exemple. Et puis sur ce disque, j'ai fixé une barre métallique que j'ai pu courber. Je faisais des détails techniques, mais elle avait la possibilité d'avoir une forme courbe, à peu près 40 cm de hauteur. Elle avait des trous dans lesquels je pouvais faire passer un câble d'alimentation, en l'occurrence un câble d'aspirateur, parce qu'il était assez épais, donc ça allait bien avec l'esthétique. Et en suspension, au bout du câble, une bombe de peinture vide, mais que j'ai transformée. C'est-à-dire que cette bombe, je l'ai découpée pour avoir le fond, j'ai découpé pour qu'il y ait une ouverture par le dessous. J'ai fait une multitude de trous sur environ un tiers en partant du bas pour que la lumière soit diffusée. Un spot à l'intérieur, donc relié au câble d'alimentation, et en dessous pour diffuser la lumière, parce que sinon ça aurait fait un éclairage vraiment très vertical avec un angle serré, donc ça aurait été bien, mais dans ce cas-là, il fallait mettre ça en suspension au-dessus d'un bar ou un truc comme ça. Mais là, comme c'est une lampe à poser, il fallait un éclairage un peu général. Et l'idée que j'ai eue, ça tombait bien, parce que j'ai déjà fait des luminaires avec des pots de cosmétiques en verre. C'est les pots de crème pour les femmes, ça c'est toi tu connais peut-être moins, moi aussi, mais j'ai des copines qui m'en ont donné ou j'en ai récupéré. L'avantage c'est que quand ils sont en verre, ils sont transparents, mais on peut les dépolir. C'est-à-dire qu'à la Dremel, on fait un aspect, ça fait un aspect givré quoi, comme du verre, exactement ça, mais du verre tu sais qui laisse passer la lumière, mais on voit pas au travers. Et c'est un très très bon diffusant. Ça doit bien tamiser, c'est pas agressif, et en plus, ce qui est original sur ce luminaire, c'est que les trous, donc ils sont juste au-dessus. Bon, par chance, le diamètre de la bombe de peinture, je ne savais pas, c'est dans mes essais, je fais toujours un peu au hasard, avec toutes les pièces que j'ai, je fais des essais, c'est qu'on enlève le couvercle, mais le pas de vis, il se visse dans le... D'accord. C'est exactement le même. Une fois que j'ai découpé le fond de la bombe de peinture, l'ouverture c'est exactement la même que si c'était le couvercle. Donc j'ai pu la visser, voilà, donc ça tombait bien. Et comme l'ampoule, le spot il est au-dessus, derrière les trous, on voit les trous, je les ai fait assez gros pour qu'on voit à l'intérieur, on voit la lumière, surtout on voit qu'il n'y a rien. Et on croit que la lumière donc elle vient un petit peu des trous, un petit peu du pot de cosmétique qui est en dessous, mais en fait non, elle vient d'au-dessus. Voilà. Et pour finir, ce que je trouve sympa dans ce luminaire, c'est que j'ai collaboré, moi je suis toujours pour le partage de la collaboration, avec Gaëtan Desfontaines, qui est exposé ici déjà, qui est un graffeur qui fait des trucs super sympas. Bon, il habite à côté de chez moi, donc je l'avais vu à mon expo à Mézières, on a fait connaissance, je lui ai dit il faudra qu'on collabore un jour, et voilà, donc il m'a dit ouais, j'ai vu qu'il peignait des peintures. Qui peignait des bombes de peinture, pardon. C'est ça qui m'a donné l'idée, moi. J'avais déjà l'idée de faire avec des bombes, l'idée n'était pas aboutie, mais il faudra que je fasse ça un jour. Mais en voyant ce qu'il faisait, je dis ça c'est génial, parce qu'en plus ça va être décoré. Donc il m'a décoré cette bombe, et ça fait une belle pièce. Moi je le vois par rapport au retour que j'ai sur Insta, sur Facebook. Là, le retour de jeu, je pense que
m'appelait bien, mais pas qu'à moi. Et du coup, j'ai vu que vous aviez fait une deuxième collaboration avec Gaëtan. Ouais. Sur une de ses peintures, du coup, en assez grand format. Alors ça, ce qui est particulier, c'est que alors ça, c'est très vieux. Encore une fois, un truc que j'ai gardé depuis longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé un peu dans le mobilier de bureau. Et c'est une silhouette qui est dessinée sur un panneau qui fait 1,80 m de hauteur sur 60 de large à peu près. Et donc c'est une silhouette. À l'origine, c'est un architecte italien qui a dessiné ça. Et sur cette silhouette apparaissait, il a mis les cotes pour lui, enfin, les mensurations de l'homme parfait. Ouais. Donc, la hauteur, enfin la taille, la largeur d'épaule, la dimension entre le nombril et le nez, la taille du tibia, enfin assez complet quoi. Et ça, c'est une chose qu'on offre aux architectes. On travaillait dans le mobilier, c'était la décoration, l'aménagement intérieur et le mobilier. On offrait ça aux architectes, c'était un cadeau de bois pour les architectes, pour les bons clients. Et moi, j'avais pu en récupérer un que j'avais gardé, mais depuis 25-30 ans presque. Ouais, c'est milieu des années 80, donc ça fait 30 ans pratiquement. Et ça, je l'avais gardé, je le trouvais sympa. Il m'a servi même chez moi en déco auparavant, mais il a fait plusieurs déménagements. Il était vraiment habillé, mais c'était en bois. Hein. C'était du bois du lamellé collé, de bonne qualité, mais qui était bien. Il avait des rayures et tout. Les mensurations, tout ça, c'était un peu effacé. Et là, j'ai eu l'idée de le remettre un peu au goût du jour et de mettre la lumière dedans. C'est ça qui était un petit peu le pari, parce que à la base, c'est une planche. Hein. Donc, il fallait vraiment trouver quelque chose qui... Du coup, et donc, mon idée, ça a été de suivre donc, le contour du bonhomme qui dessinait la silhouette, de faire une ouverture de 5 mm à peu près de large qui suivait la silhouette. Donc la silhouette, au lieu que ça soit un trait, c'était une ouverture. Faire un petit coffrage derrière qui fait pas beaucoup, 3-4 cm, dans lequel j'ai mis un ruban LED bleu, et donc ça fait un trait bleu. Le bonhomme était dessiné, on ne voit plus aucune inscription. Et après, une fois que le coffrage était fermé, pour le rendre un peu plus lumineux, j'ai mis un autre ruban LED autour, donc ça fait un halo autour. Et celui-là, il est sur télécommande, on peut même changer la couleur. Le bleu à l'intérieur est fixe, c'est une LED assez puissante. Par contre, à l'extérieur, c'est une LED multicolore et avec une télécommande, on peut changer de couleur ou l'éteindre. Je ne l'ai pas en gris, je dis gris et bleu, ça va bien, donc c'était pas mal, mais il était assez terne quand même. Je trouve que le gris sur une grande surface, ça faisait assez terne. Et j'ai eu l'idée de proposer ça à Gaëtan. Il m'a dit ouais, super. Voilà. Ouais, le rendu est en photo. Ouais, super, parce que du coup, la couleur des LED va vachement bien avec les couleurs que lui a employées. Et du coup, ça fait vraiment un truc très très chouette. Et ça modernise bien le personnage de base. Il sera là également à l'atelier de la poissonnerie. Il est prêt, il a impatient d'être exposé. Sa première expo. Et donc après Bruno, nous sommes avec Nico. Nicolas. Ça va? De retour. Bonjour. Ouais, ça va. Et toi? Bah écoute, c'est bien, c'est cool d'être sur votre émission. Et Carrément. puis, Ça change, c'est inversé. Ouais, ça change, voilà, exactement. Voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, Nico, tu vas nous parler un peu de tes photos, de ta pratique, de tout ça, et puis surtout de l'exposition du coup que tu vas faire avec Bruno. Du 4 au 26 mai. Du 4 au 26 mai, du coup, à la galerie de l'usine. Donc, gérée par l'atelier de la poissonnerie. Oui. Bon, bah alors, Nicolas Gasquet, je signe GBG pour les noms de famille. À l'époque moderne, donc pourquoi toujours le père, hein? Maintenant, tu as le droit d'avoir le nom du père, de la mère. Et puis, j'ai rajouté un nom d'un ancêtre plus ou moins célèbre. Il n'y a que les professeurs d'art ou les élèves d'art qui le connaissent, mais Marcel Gromer, qui m'a inspiré beaucoup dans mon travail. Et puis que j'ai malheureusement découvert que par les bouquins, vu qu'il est mort la même année où je suis né. Je suis né juste après qu'il soit mort. C'est un peu con. De toute façon, j'aurais été trop jeune pour apprendre. Mais quoi qu'il arrive, j'ai étudié son travail et il m'a pas mal marqué. Et puis après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait histoire de l'art. J'ai fait, en fac, mais j'ai fait histoire de l'art au lycée. J'ai fait histoire de l'art à la faculté. Et puis après, je suis parti et j'ai découvert l'art par moi-même. La photographie, j'en ai toujours fait depuis l'âge de... je crois qu'on m'a offert un appareil, je devais avoir entre 7 et 10 ans, un appareil photo, un Kodak, c'est des petits appareils photo où la vue était sur l'objectif était sur l'infini. Et donc en fait tu prenais, c'était un petit truc avec des pellicules un peu spéciales, comme on dirait des petites lunettes, c'est deux petits ronds comme ça avec une barre au milieu.
C'était du 8 mm ou du 12 mm, je sais plus du tout, je vais dire des bêtises. Et en fait, c'était un appareil photo qui sont devenus après, dans les fin des années 80, des jetables. C'était les premiers jetables, même format, c'était le même truc, tu jetais l'appareil photo, ou tu le donnais, et eux, ils le détruisaient. Ouais. Et donc après avec ça, et après j'ai chopé les appareils photo dès que j'ai pu autour de moi. J'en ai acheté moi-même, et puis après un beau jour, j'ai eu les perles, les super appareils photo et objectifs de la famille qui ne faisaient plus l'argentique. Et donc moi j'ai vachement continué sur l'argentique, ça m'a pas mal appris de la lumière. Après j'ai eu mes grands maîtres, Cartier-Bresson, forcément, Doisneau, réalisme, nouveau réalisme, les photographes américains, tout ce qui est entre les deux guerres et après-guerre, toutes les photos journalistes, tout ce qui est réaliste, tout ce qui est socio-réaliste, tout ce qui est les travaux même avant la Première Guerre mondiale dans New York, sur l'immigration, sur les premiers travaux sur les malades psychologiques, les handicapés mentaux, tout un tas de... Ça m'a vachement plu depuis le début, plein d'inspiration sur comment être et de regarder ailleurs et pas de regarder que ce qui est beau et gentil. Bonjour. Et puis, du coup, j'ai continué vachement dans l'argentique et je suis passé au numérique il y a que 3 ou 4 ans. Parce que c'est beaucoup moins cher finalement. Ah bah ouais, tu peux louper plein de photos, ça coûte. Non, c'est oui. Non, mais en fait, je pratique encore. Je commence depuis quelques mois là à faire une dizaine de photos de suite quand je suis sûr que je vais pas avoir un truc dans le noir. Mais même ça, j'ai encore du mal. Je travaille encore, j'économise mes photos et j'en fais pas. Je fais toujours 5 ou 6 photos pour pour l'ambiance luminaire de mes photos, et je dis tiens, tac, 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 parce que je ne fais pas vraiment confiance à ma cellule, j'ai mes idées en tête, et la cellule est bien, mais si le numérique demande encore un peu de travail, elles sont soit trop sensibles ou soit pas assez, ou ce que tu veux faire, ça ne convient pas, voilà. C'est plutôt que je suis têtu comme une mule, et ce qui me dit que s'il faut faire, je ne veux pas le faire, non, c'est pas ce que je veux faire. Alors c'est constamment en manuel complet, parce qu'il ne faut surtout pas le mettre en... Se laisser faire par la machine. Oui, mais même tu peux... Alors après, c'est pour jouer... Si tu fais ça, dans ces cas, tu joues un handicap. C'est un handicap pour moi, et dans ces cas, je joue à l'handicap. La machine dit qu'il faut que je fasse comme ça, et dans ces cas-là, je vais jouer autour de ça. Mais généralement, je me mets moi-même assez l'handicap dans la gueule, tout ça, parce que je veux réaliser un impossible. Et j'ai besoin de lumière. Les photographes m'ont inspiré, et aussi les peintres impressionnistes et les peintres hollandais. Et ils ont une manière de la lumière qui est assez dingue. Et après, tout peintre qui touche à la lumière, ça m'intéresse aussi, parce que son travail, et puis la mise en scène, de comment tu vas apporter. Je me rappelle la première fois que j'ai exposé chez vous, je ne sais plus si c'était toi ou Ignace qui m'avait dit waouh, Nico, on n'a pas besoin de t'expliquer quelque chose, tu sais où placer les choses, tu sais que tout est ton premier plan, deuxième plan, troisième plan. Enfin, très rapidement, tu m'as dit que je savais faire de la photo et que je ne faisais pas semblant. Je te remercie. Je t'en prie. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est un petit monde un peu, je pense, photo. Dès que je pose l'appareil photo, de toute façon, je continue à faire de la photo. Il faudrait que je me fasse greffer un troisième œil. Et puis maintenant, j'ai un peu laissé tomber le réalisme de côté et je suis parti dans les reflets, dans les surréalismes. Une seconde, c'est pas grave. Je suis parti dans le surréalisme, je suis parti dans la superposition. Superposition, donc c'est ce que tu vas nous présenter là, l'exposition de mai. Voilà, mais superposition directe sur la pellicule ou superposition directe sur l'appareil photo. Parce que la plupart maintenant à pellicule, tu prends la photo, tu rembobines, tu redécliques. Donc de retour à l'atelier de la poissonnerie sur Radio Balistique. 103 FM. 103 FM. Et on est toujours avec Nico qui nous parlait de sa technique. On a été, je crois, juste avant que ça coupe, que toutes les superpositions est faites directement sur le négatif ou sur le numérique, parce qu'aujourd'hui on peut les faire directement, pas besoin de faire de Photoshop. D'ailleurs Photoshop je ne connais pas, j'ai essayé juste pour un jour et puis j'ai fait non, j'ai pas envie. Tu es sur Lightroom Moi je suis sur Lightroom, je suis passé au 5, j'étais au 3, je suis passé au 5, mais je travaille toujours que mon exposition, mes contrastes, mes noirs et blancs. Même pour effacer s'il y a une poussière ou autre, je le confie ailleurs au laboratoire chez qui je le fais développer. Ça me coûte plus cher, mais ils savent faire. Je
Je travaille comme si je travaillais dans un laboratoire, quoi. Je pourrais effacer, effectivement, oui, je sais, on peut aussi tout faire dans un laboratoire noir, mais je vous emmerde. Voilà, donc en fait, l'exposition, on va avoir 5 thèmes, 1, 2, 3, 4, je regarde bien. On est à 1, 2, 3, 4, on a 5, le thème de Montmartre, digital et argentique, des superpositions, triple à quintuple superposition, j'ai quelques portraits, comme ça, et après j'ai un thème sur La Rochelle, où il y a 5 photos, pareil, en superposition, des quintuples, en général, superposition, quelques triples, mais généralement c'est des triples à quintuples. J'ai un thème sur Paris, la cathédrale de Paris en février, que je suis allé. C'est les dernières photos que j'ai faites et développées, qui datent du mois de février. La dernière fois que je suis allé faire à Paris pour aller développer d'autres photos. J'ai pris, on a été faire un petit tour et puis j'ai pris la cathédrale en me disant tiens. Et puis pour une fois, elle était vide, il n'y avait personne dedans et je suis rentré pour la première fois de ma vie dans la cathédrale Notre-Dame en février. Donc comme quoi, il ne faut jamais m'inviter chez vous parce que votre maison va brûler 2 mois après. Voilà. Et puis voilà, autrement j'ai un thème sur Châteauroux avec les voies de, c'est quoi, sur le long des chemins de fer de Châteauroux et de l'usine, l'ancienne usine abandonnée, c'est pas une usine, c'est un ancien pôle de médicaments juste à côté. Ouais, juste à côte de l'atelier de poissonnerie, 52 rue de l'Indre. Alors je ne suis pas monté là-haut parce que tout ce que tu sais, je avoue que je peux être... Je ne suis pas monté, c'est pas un miracle. Voilà, la photo est arrivée toute seule. Et donc, ouais, quelques 5-6 vues de la vue 3 vues de la ville de Châteauroux par le bas, là, et puis 3 autres de long des chemins de fer. D'accord. En superposition, triple, quintuple, mais de la couleur pour une fois, pas du noir et blanc. Et puis après, une autre sur. J'ai fait des photos de famille façon l'Artigue. On a l'impression qu'on est dans une autre époque, en noir et blanc. Ça fait dans un milieu bourgeois, mais qui date d'une complètement autre époque. C'est assez rigolo. J'ai voulu faire un petit hommage à l'Artigue. Je fais des hommages comme ça à certains artistes. Et puis voilà. Et puis après, j'ai 2-3 trucs en plus qui se babiolent comme ça. Si autour de la colonne, on va faire des photos de boxe, des photos, puis d'autres photos comme ça. Voilà. Donc en fait, on a au moins 6 thèmes, 7 thèmes différents. 45 photographies exposées à peu près, de mémoire, entre 40 et 45. Et puis voilà, donc venez voir ça, ça sera le 4 mai. Le 4 mai 26 et le samedi 4 mai, c'est le vernissage à partir de 18h avec les artistes, donc Nico et Bruno qui seront présents pour vous répondre à toutes vos questions. Ou pas. Ou pas. Ça dépend dans quel Si état. elles sont gênantes. C'est ça. Alors si vous voulez que je parle, il faut me faire boire. Et... Mais ça tombe bien, il y a des petits verres offerts Voilà. toute la soirée pendant tout le vernissage. Tout à fait. Okay. Petites choses à grignoter, des petits verres On offerts. aura un petit concert avec le soir même ou pas? Non, c'est le Encore 11 mai, le concert. Vous faites des Je crois concerts pas qu'on fasse un concert ce jour-là. Non, Pas prévu. non, on ne fait pas de concert. Soirée Sauf si vernissage. quelqu'un se déclenche. Faire une espèce d'appel à ta artiste qui Ok, je souhaite vais demander des copains rock'n'roll d'avenir. faire de la musique le jour de votre Okay, my vernissage. rock and roll friends, please come to please do a concert at my vernissage. Thank you very, 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 very much. Standard. Voilà, nous étions avec Bruno et Nico qui vont donc exposer à la Galerie de l'Usine du samedi 4 mai au dimanche 26 mai. Et juste avant d'aller retrouver Carole Simonet du Fun Lab pour la présentation de ce lieu, on va écouter un morceau de Moldave intitulé Novembre pour vous mettre dans l'ambiance du concert du 25 mai qui aura lieu à l'Usine. 52 rue de l'Inde.
bienvenue sur Radio Balistique et aujourd'hui nous sommes avec Carole Simonet qui va nous présenter le Fab Lab de Tours, donc un lieu numérique et une association là où tout le monde peut s'inscrire et venir créer. Et du coup Carole va nous parler de ce lieu et je vous laisse vous présenter. Alors c'est une association qui se trouve dans un lieu historique qui est les établissements MAM, donc on appelle aujourd'hui ça la cité MAM. Donc c'est une ancienne entreprise d'imprimerie qui était très importante à Tours au début du XXe siècle. C'est un lieu en plus qui est historique parce que les bâtiments ont été construits par un architecte qui est assez connu, qui s'appelle Jean Prouvé. Et donc ce lieu a été réhabilité pour devenir un lieu d'innovation dans lequel il y a un mélange de plusieurs activités, des startups qui sont innovantes, qui proposent justement des directions d'entreprises qui sont en lien avec le numérique, et puis le Fun Lab qui est au cœur de la cité parce que c'est un lieu associatif qui est bâti sur la loi 1901, je crois, dans lequel on a un ensemble d'adhérents qui adhèrent pour venir faire des projets, profiter des compétences de chacun. Et ce qui est intéressant, c'est l'échange, c'est le fait de pouvoir propager les connaissances qu'on peut avoir sur certaines machines et les donner à ceux qui arrivent, ceux qui découvrent et ceux qui ont envie de se former sur telle ou telle technique. Et ce lieu d'association est intéressant parce que depuis presque 3 ans, il y a une salariée qui a été embauchée par l'association du Fun Lab et qui permet de gérer toute la partie de trouver des projets qui sont en lien avec soit de l'éducation nationale, soit des projets à caractère culturel, artistique. Et donc ça donne une émulation, ça donne une vie qui permet de montrer que l'utilité, de toute façon, de ces nouvelle génération d'apprendre à faire par justement le pair à pair, c'est-à-dire le fait je montre ce que je sais faire, je t'apprends pour que toi tu puisses apprendre aux autres par la suite. C'est les nouvelles tendances de demain pour pouvoir comprendre que apprendre ça peut être aussi simplement par le partage et la communication avec d'autres personnes qu'on n'aurait pas forcément choisi de rencontrer dans la vie courante. Donc c'est vraiment des profils qui sont très très différents. Il y a plein de gens complètement d'horizons variés qui sont là pour justement faire vivre ce Fun Lab et pouvoir se servir de ce qui est offert et ce qui est proposé. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver au Fun Lab quand on y vient, qu'on ne connaît pas? Et on parlait de machines, d'impression. Et concrètement, quel type de machine on peut avoir à Tours? Alors on commence à spécialiser dans l'impression 3D, donc l'impression qui permet d'utiliser des dépôts de fils de PLA ou d'ABS. Donc l'imprimante qui est le mode d'impression qui est le plus couramment connu du public, du plus grand public. On a aussi une découpeuse laser, on a une découpeuse fil chaud qui permet de faire des projets avec des polystyrènes d'épaisseurs différentes. Donc ça permet de faire des choses qui passent du 2D à la 3D. On a aussi une brodeuse numérique qui permet de faire des projets en lien avec le textile. Mais aussi, on a des ateliers un peu plus classiques comme des ateliers de bricolage participatif qui permettent, si on a besoin de monter un projet basé sur du bois, on peut venir au Fun Lab pour le faire.
Et puis, on a des activités qui sont en lien avec l'électronique ou la programmation codée à partir de justement des langages Arduino, qui sont des langages qui permettent de connecter des objets pour les rendre intelligents ou pour les rendre interactifs. Voilà. Donc on va s'équiper encore plus d'impression 3D. Évidemment, parce dans les mois à venir, ou dans les années à venir. Parce que ça, c'est aussi évolutif. Il y a des nouvelles techniques qui permettent d'imprimer maintenant avec autre chose que du plastique. On peut imprimer avec de la nourriture, on peut imprimer avec même des matières organiques. Donc, dans les années qui vont venir, il va y avoir une révolution encore plus présente et encore plus importante dans ces domaines-là. Donc, le Fun Lab, c'est un lieu où on a accès à une technologie, où les pairs peuvent nous parler de cette technologie et que nous-mêmes pouvons l'utiliser quand on le souhaite, quasiment. Voilà. Okay. Et ce qui est important quand même, c'est pas forcément de venir en tant que consommateur de quelque chose, mais de bien comprendre que ce qui est quand même au cœur de la vision du Fun Lab et des fabrications d'usage numérique, c'est de partager, même si on ne sait pas très bien expliquer les choses, c'est de montrer qu'on peut apprendre à l'autre et lui donner une connaissance qu'on a acquise soit par soi-même, soit parce qu'on nous l'a enseigné. C'est une espèce de chaîne humaine comme ça qui permet de partager. Et ça, c'est hyper important. D'avoir cette mentalité-là et cette vision des choses. On n'est pas... ce qui permettra au Fun Lab de se développer, c'est cette aptitude à vouloir faire que les gens s'entraident entre eux et ne sont pas avares de leur propre savoir et de leur propre connaissance. Bien sûr. Vraiment le partage, quoi. Oui, le partage. Donc, ce lieu se trouve donc à Tours, à la Cité Mum. 59 boulevard Preuilly, c'est ça, je me trompe pas ? 49 boulevard Preuilly. Pour les auditeurs de Châteauroux, sachez qu'il existe un Fab Lab à Châteauroux. Renseignez-vous sur les machines qu'ils ont et ça doit être le même principe, je suppose. Il y en a partout en France. Oui, alors après, il y a des modèles différents. Bien sûr. Makerspace et puis fabrique d'usage numérique. Donc, tout dépend du modèle économique qui a été choisi par les lieux en question, qui ne sont pas forcément que des associations. Ça peut être aussi des mini-entreprises. Donc, il faut s'en renseigner de la façon dont sont gérés ces lieux, précisément. D'accord. Standard. Nous étions donc avec Carole Simonet du Fun Lab et juste avant de retrouver Marine du CCCOD, on va vous faire écouter un petit mix de IDEC qui sera présent avec Félix pour Brigade Clandestine. Ah ça y est, j'ai bugué. Brigade Clandestine présent le 11 mai à l'usine. On vous invite à venir et maintenant tout de suite IDEC. On recommence. Nous étions donc avec Carole Simonet pour la présentation du Fun Lab. Et juste avant de retrouver Marine du CCCOD, on va vous faire écouter un mix de IDEC qui sera présent le 11 mai avec Félix pour Brigade Clandestine. Et tout de suite, le mix. Oh, hey, skirt. This a motherfucking, y'all gonna remember this shit. Bitch, you gonna remember you met the flyest niggas in the world, you know what I'm saying? Skirt, skirt. Hey, hey. Hey. Smell like money, look like money. Skirt. Hey, my nigga. Hey, fuck nigga. You tryna get lit, I got you. You tryna get hoes, I got you. You wanna hit the city and turn up the city, you fucking with the right one, I got you. You tryna get turned, I got you. You wanna hit the club, I got you. Ain't gotta pay entry, I walk in that bitch and they know me, my nigga, I got you. You wanna pull a hit, I got you. I fuck your little bitch without you. You make it threat, send a shot, send me. When I see you, little nigga, I got you. You and your niggas, cowards. Say you gon' kill me, I doubt it. Little nigga won't handle, I got him. Fuck around and shoot your house. I feel like Simple Shocker. Fuck around and get killed for talking. Nigga, I got
this game from my father. Little bitch, I fuck my father's friend daughter. Ooh. I can take your bitch, but why bother? Gang. I can cook a brick with no water. Gang, gang. Jimmy and Youngster a problem. We don't fuck with rap niggas, we rob them. We dumping the money like BMF, we ain't DJ Khaled, but we the best. Fuck, nigga. I'm fucking these little nigga bitches, they mad at me cause I ran up a check. Little bitch, girl, your body banging, I ain't tryna fuck your girl, I just want the neck. Ho, fuck that bitch. If I ain't got a rubber, I ain't tryna have sex. Fuck, you tryna get lit, I got you. Gang. You tryna get hoes, I got you. Gang. You wanna hit the city and turn up the city, you fucking with the right one, I got you. You tryna get turned, I got you. Fuck, nigga. You wanna hit the club, I got you. Ooh. Ain't gotta pay entry, I walk in that bitch and they know me, my nigga, I got you. Gang. You wanna pull a hit, I got you. Fuck, nigga. I fuck your little bitch without you. Gang. You're making threats, sending shots at me. When I see you, little nigga, I got you. Oh. You and your niggas, cowards. Say you gon' kill me, I doubt it. Little nigga won't handle, I got him. You. Fuck around and shoot your house. Okay, chill. Fuck around and cop the coupe and cash. This a nigga lifestyle. Yeah. I'm still pulling hundreds out the bag. All these strippers like wow. Bam. Broke niggas like how. Fuck. I shine with the lights out. Bling. These VVS is too impressive. Counting up my money like I count my blessings. Yeah. Got 100 killers that'll kill for me. All they told is Glock spit the West. Fuck nigga. You might fuck around and get left on the stretcher. They might fuck around and stretch you. Go and get a bag. Buy a new whip. Fuck nigga. Hit that whole 400 on the slab. Shoot your ass right in front of your dad. Blowing through the money fast. You tryna get lit, I got you. You tryna get hoes, I got you. You wanna hit the city and turn up the city. You fuck with the right one, I got you. Gang. Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour, je m'appelle Marine Rochard, je suis chargée d'exposition au CCCOD, le Centre de création contemporaine Olivier Debré, qui est le centre d'art de Tours. Ce centre d'art existe depuis plus de 35 ans, il a été créé en 1985. Il a occupé successivement plusieurs locaux et il a ouvert en 2017 dans un nouveau bâtiment situé à Tours auprès de la rue Nationale. Mon travail de chargé d'expo, donc ça regroupe plusieurs activités. Il y a le travail de commissariat d'exposition. Moi, je suis spécialisée sur la figure de Debré, mais je travaille aussi à des expositions sur des jeunes artistes. Mais je suis également chargée de recherche, donc je m'occupe notamment de l'élaboration du catalogue raisonné des œuvres d'Olivier Debré, de ses peintures plus précisément. Un catalogue raisonné consiste à identifier et inventorier toutes les œuvres qu'a produites un artiste. C'est pas un inventaire simple, c'est un inventaire scientifique, c'est-à-dire que pour chaque œuvre, il faut dresser une sorte de carte d'identité qui comprend évidemment sa création, la date de sa création, mais aussi toute la vie depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc toute la vie de cette œuvre, ça signifie identifier dans quelles expositions elle a figuré, dans quel livre elle a été reproduite ou mentionnée, et enfin à qui elle a successivement appartenu. Donc c'est un travail de longue haleine. En lien avec ce volet recherche que je mène au CCCOD, je suis également chargée des liens avec l'enseignement supérieur. Le CCCOD développe en effet beaucoup d'activités à l'adresse des étudiants. Toutes les activités étudiantes sont chapeautées par ce qu'on appelle le BDE, le Bureau des étudiants. Et les volets sont très différents. On a un volet de bénévolat. On propose aux étudiants bénévoles qui s'inscrivent pour l'année de participer à nos activités de médiation et à nos activités de régie. Les activités de médiation consistent à apporter des informations sur les œuvres et sur les expositions au public. Et les activités de régie, donc on leur propose évidemment de participer au montage d'expositions. Donc ça leur permet d'avoir un regard un peu plus technique et logistique sur l'art contemporain. Et ça leur permet souvent de rencontrer les artistes, puisque nous, on travaille au montage d'expositions avec les artistes. Donc voilà, le bénévolat est une sorte de pré-professionnalisation. On a un volet recherche, puisque depuis 2017, nous avons un centre de recherche dans les murs du centre d'art. Donc on fait de l'accompagnement à la recherche et on propose aux étudiants de venir consulter notre documentation. Donc on a pas mal d'étudiants chercheurs ou même de chercheurs qui viennent consulter nos archives et notre documentation. Puisque, comme je le disais,
le centre d'art existant depuis 1985, on a quand même des archives assez importantes sur tous les artistes contemporains qu'on a pu avoir dans nos murs, dans nos expositions. Et enfin, le troisième volet du BDE, c'est le volet formation. On a plusieurs formations au centre d'art. On a une formation qui s'appelle la formation à la médiation, qui s'adresse aux étudiants qui sont en master d'histoire de l'art, en master médiation des arts du spectacle. Et donc cette formation à la médiation est un partenariat entre le Jeu de Paume Château de Tours, qui est un centre d'art spécialisé en photographie, entre le CCCOD, entre l'Université de Tours et la mairie de Tours. Donc là, ça permet aux étudiants d'avoir une formation sur 11 mois, formation à la médiation. Donc c'est proposer un discours sur les œuvres, apprendre à concevoir des parcours de visite à destination du public et de tous les publics, puisqu'il faut s'adapter au jeune public, par exemple. Et donc on a aussi une autre formation, celle-ci elle est assez ancienne, la galerie expérimentale. Ça fait 15 ans que ça existe, la galerie expérimentale. C'est un partenariat entre l'Université de Tours et le CCCOD, le CCC à l'époque. Alors ça consiste en une option, c'est dans la maquette des cours de l'université, c'est une option qui est destinée aux étudiants de L3 en histoire de l'art. Et au deuxième semestre, le but du jeu est de construire une exposition de A à Z. C'est un projet à l'échelle 1, un petit projet, mais qui comprend toutes les étapes de la création d'une exposition. C'est-à-dire la définition du propos théorique, les prospections pour trouver les artistes et les œuvres qui peuvent convenir au projet, la communication, le montage de l'exposition et enfin la médiation sur l'exposition pendant qu'elle est ouverte. Donc cette année, le projet est encadré par Giovanna Zapperi, qui est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Tours, et par moi. Et les commissaires de l'exposition sont 10 étudiants d'histoire de l'art de L3, je les cite tous. Agathe Armingo, Wissam Azi, Léa Catry, Juliette Ducamp, Théo Filiol-Olivier, Maëlle Guillemet, Natacha Jaladon, Charline Monteil, Juliette Moulin et Juliette Bassillier. Leur projet cette année s'intéresse à la question de la nymphe, ou plutôt à la question de l'anti-nymphe. C'est-à-dire quelle est la représentation de la figure féminine et du corps féminin, et comment aller au-delà des clichés, et comment le corps s'émancipe, en fait, à travers le mouvement. Donc cette exposition qui s'appelle Anti-nymphe aura lieu au CCCOD du 6 au 16 juin 2019. Et le vernissage sera le mercredi 5 juin à partir de 18h, et c'est un événement qui est ouvert à tous. Alors moi j'ai fait une formation d'histoire de l'art à l'université, j'ai un doctorat d'histoire de l'art contemporain, je travaillais sur les années d'après-guerre, d'après-seconde guerre mondiale, c'est-à-dire des années 40 aux années 70. J'ai travaillé auparavant sur plusieurs expositions en lien avec plusieurs galeries et plusieurs artistes contemporains aussi. Et j'ai intégré le CCCOD en 2016. Ouais, c'est ça, en 2016. En fait, au moment où le CCC est devenu le CCCOD, donc il s'est non seulement agrandi en arrivant dans un nouveau bâtiment en 2017, mais ça, c'est juste une poursuite du projet. En fait, le CCC est devenu le CCCOD en acceptant une donation des ayants droit d'Olivier Debré. Donc c'est une petite donation qui comprend 5 peintures monumentales qui font 4 mètres par 9 et un ensemble graphique de 150 dessins. Et en fait, l'enjeu, lorsque cette donation a été acceptée par le Centre d'art, l'enjeu était de pouvoir valoriser cette donation par l'exposition et par la recherche. Et à la base, un centre d'art contemporain n'est pas fait pour faire de la conservation et de la recherche. Les missions principales d'un centre d'art contemporain, en tant qu'institution, sont la médiation de l'art auprès de tous les publics, de l'art contemporain, et l'accompagnement à la production des artistes. Donc aider les artistes à créer de nouvelles œuvres et à pouvoir avoir des lieux de diffusion, des lieux d'exposition pour leur travail.
en intégrant la donation de Bray, le CCCOD devenait un établissement hybride qui devait prendre en compte un volet conservation et un volet recherche. C'est pour ça que j'ai été recrutée, parce que j'avais un doctorat d'histoire de l'art et que je travaillais en fait sur la période d'Olivier Debré. Voilà, donc c'est la période d'Olivier Debré, c'est ce qu'on appelle l'abstraction d'après-guerre ou l'abstraction gestuelle ou l'abstraction lyrique. Il y a beaucoup de différents mots pour qualifier, de différentes expressions pour qualifier cette pratique artistique. En fait, l'esthétique d'Olivier Debré, c'est de rendre le geste visible à la surface de la toile. Donc, ça induit une dimension temporelle dans la prise en compte du tableau, dans la création du tableau, mais aussi dans sa réception par le visiteur, qui peut, même après coup, même une fois que l'artiste est décédé, qui peut imaginer quel geste il a fallu accomplir pour peindre différents éléments du tableau. Donc au CCCOD, nous sommes 3 personnes chargées d'exposition, chacune ayant sa spécialité. Être chargé d'exposition, ça veut dire non seulement s'occuper du commissariat des expositions que la direction artistique nous confie, mais c'est s'occuper également de toute la coordination administrative, logistique et technique du projet. C'est-à-dire qu'on est un interlocuteur central pour tous les services du Centre d'art. On travaille vraiment en synergie avec tous nos collègues. On travaille avec le service de régie des expositions, évidemment, puisque nos collègues de la régie mettent en œuvre concrètement les projets que nous, on a imaginés, que ce soit d'un point de vue purement scénographique jusqu'à des détails techniques, des détails électriques, des détails de construction. Il arrive souvent que les espaces d'exposition soient complètement remaniés pour accueillir la scénographie d'une exposition en particulier. Donc on a besoin de travailler vraiment en étroite relation avec la régie. Mais on a aussi besoin de travailler de façon très étroite avec la communication, avec nos collègues de la communication, puisque une fois le projet défini, établi, tant du point de vue théorique que du point de vue matériel, il faut encore pouvoir le communiquer et trouver les mots appropriés. Donc c'est à nous de transmettre des notions importantes sur notre projet au service de la communication. C'est le service communication en fait qui va s'emparer des notions un peu théoriques pour les adapter au langage de la presse et au langage des journalistes, pour essayer de diffuser l'exposition au plus grand nombre. Nous travaillons bien sûr aussi en lien étroit avec le service administratif. Ça c'est indispensable pour tout ce qui est de la gestion administrative. Donc ça peut être toute la partie courrier, toute la partie budget, toutes ces choses-là. Puisque une exposition c'est aussi un budget limité parfois et qu'il faut savoir tirer parti de toutes les contraintes. Et enfin, en dernier lieu, on travaille avec le service des publics du CCCOD qui est le service qui réunit le plus de personnes. Le service des publics, c'est le service qui est chargé de la médiation des expositions et qui va devoir cette fois-ci s'emparer de notre discours pour le transmettre et pour l'adapter à tous les publics. Ça peut être un public de personnes âgées, un public d'enfants de 5 ans. On accueille au Centre d'art des enfants à partir de 3 ans. Ça peut être des publics handicapés, alors que ce soit des publics à mobilité réduite, auquel cas il faut aussi adapter notre parcours physique, notre parcours spatial dans le lieu, mais ça peut être aussi des personnes en difficulté sociale. Donc en fait, notre collaboration avec le service des publics, c'est une transmission, mais c'est aussi une recherche conjointe pour trouver des pistes de médiation qui sont capables de rendre le sujet de l'exposition assez compréhensible par tous. Et parfois, il faut trouver des leviers, des petites astuces pour faire comprendre au public des notions assez complexes. Alors après, toutes les notions qu'on aborde ne sont pas complexes, mais des fois, il suffit juste de trouver le bon angle pour aborder les choses avec un certain public. Et ça, c'est le travail
de nos médiateurs et de nos chargés des publics ici au Centre d'Art. Donc en fait, le métier de chargé d'exposition ici, c'est un petit peu de la coordination de projet. On travaille avec tous nos interlocuteurs en interne, mais aussi à l'extérieur du Centre d'Art, pour pouvoir produire et diffuser au mieux un projet d'exposition. On travaille ici aussi évidemment en relation étroite avec l'artiste lorsque l'artiste est vivant. Donc à chaque fois, il y a Donc en ce moment, par exemple, il y a au Centre d'Art 2 expositions dont je me suis occupée. Il y a l'exposition Les Nymphéas d'Olivier Debré et l'exposition de Fabien Merel qui s'appelle Abri, pierre, bois, encre, papier. Nous avons d'autres expositions en cours. Nous avons l'exposition de l'artiste Alicia Kfat dans la Nef. On a en tout 4 espèces d'expositions. L'un d'eux est fermé pour cause de montage, puisque toutes nos expositions sont temporaires. On n'a pas d'exposition permanente. Donc il faut bien des fermetures d'espace pour avoir des périodes de démontage et de montage. Donc dans cet espace de la Galerie Noire, on avait l'exposition Franck Scurti qui a fermé le 28 avril. Et à partir du 25 mai, une nouvelle exposition sera accessible au public et c'est l'exposition Zigzag de Florian et Michael Kistrebert. Après, comme chaque projet est différent, il n'y a pas de constante en fait. Il n'y a pas de constante dans ce métier. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque projet est nouveau et chaque projet présente son propre intérêt, quoi. Quand on fait des expositions d'Olivier Debré, là, on n'a pas l'aval de l'artiste pour ce qu'on réalise. C'est pourquoi il faut produire un travail plus scientifique. Et c'est pourquoi ça suppose de la recherche scientifique au préalable pour être sûr de ne pas proposer des expositions qui feraient contresens par rapport à la parole de l'artiste. Enfin, par rapport à la parole de l'artiste et par rapport à la manière dont il percevait son travail, théoriquement et esthétiquement. Nous étions avec Juliette et Marine du CCCED qui nous a présenté son métier de chargée d'exposition. Nous nous retrouverons le 4 mai pour le vernissage de Nico et Bruno à la Galerie de l'Usine, 52 rue de l'Indre. Et on se dit à dans un mois pour le prochain épisode de Standard. Et bah voilà. Une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie Juliette et Raphaël. Salut les gars! Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie.